Bienvenue dans cet espace de calme, un moment rien que pour vous. Avant de commencer cette histoire, prenez une profonde inspiration, laissez vos muscles se relâcher doucement et libérez vos pensées. Ce soir, je vous emmène dans un voyage au cœur d'un royaume ancien et mystique, où sables dorés et palais oubliés sont éclairés par la douce lueur des étoiles. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous emporter par le murmure de cette histoire. Imaginez-vous dans un pays lointain, où chaque pas résonne comme un écho dans le silence de la nuit, où les étoiles vous guident et où chaque souffle de vent raconte une légende. Ne vous inquiétez pas si le sommeil vous gagne au fil du récit. Cette histoire est faite pour vous apaiser, vous faire rêver et vous accompagner doucement vers un sommeil profond et réparateur. Prenez une dernière inspiration et laissez le voyage commencer. Cyrus et Anaïta, l'Odyssée du désert. Chapitre 1. L'appel du désert. Sous un ciel bleu limpide et infini, le désert s'étend comme une mer de sable doré, chaque dune sculptée par le vent. Mais pour l'instant, Cyrus, prince de Perse, se tient encore dans le grand palais, entouré d'une majesté qu'il connaît depuis son enfance, mais qui, aujourd'hui, semble prendre une dimension nouvelle. Autour de lui, les hautes colonnes de marbre blanc se dressent, imposantes et silencieuses, comme des sentinelles veillant sur des siècles d'histoire. Les murs sont ornés de sculptures représentant les anciens dieux perses, figures imposantes et énigmatiques qui semblent scruter chaque mouvement du prince. Le sol est couvert de tapis somptueux, aux motifs complexes et aux couleurs profondes, tissés avec des fils d'or et de pourpre. L'air est frais à l'intérieur du palais, contrastant avec la chaleur écrasante du désert extérieur. Il règne ici une sensation de calme et de majesté, une paix intemporelle qui fait écho aux victoires et aux sacrifices des générations passées. Cyrus s'avance dans la salle des fresques, un lieu sacré où les murs sont couverts de peintures, immortalisant les anciens rois de Perse. Les fresques sont peintes dans des tons dorés et rouges, chaque couleur vibrant sous la lumière tamisée qui passe par les fenêtres en arc. Les visages des anciens rois, empreints de sagesse et d'autorité, semblent le fixer avec une gravité silencieuse, lui rappelant le poids de ses responsabilités. Parmi eux se trouve le portrait de Kourosh le Grand, le fondateur de l'Empire perse, tenant un sceptre, le regard tourné vers l'horizon avec une détermination sans faille. En observant cette fresque, Cyrus sent une flamme d'ambition brûler en lui, un désir intense de se hisser à la hauteur de ses ancêtres. Il murmure presque pour lui-même. Bientôt, mon nom sera gravé dans les légendes, et tout le royaume saura que je suis digne de régner. Pour cette quête, Cyrus a choisi une tenue spéciale, symbolisant à la fois sa force et sa noblesse. Il est vêtu d'une armure légère et élégante, ornée de motifs en or représentant les symboles de la royauté perse. Une cape de couleur pourpre, symbole de pouvoir et d'autorité, tombe en cascade sur ses épaules, ajoutant une touche de grandeur à sa silhouette. Son visage, jeune mais déterminé, est sculpté par des traits bien définis, ses yeux sombres brillent d'une ambition farouche. Avant de partir, il tourne une dernière fois son regard vers le portrait de son père, le roi actuel, dont le visage grave exprime autant de sagesse que de rigueur. Cyrus ressent le poids des attentes paternelles, sachant que son père le considère encore comme impulsif et présomptueux, incapable de comprendre les subtilités du pouvoir. « Je te prouverai ma valeur, père », pense-t-il avec une détermination inébranlable. « Quand je reviendrai, tu n'auras d'autre choix que de me voir comme ton digne héritier. » Avec cette pensée, Cyrus se détourne et quitte le palais, ses pas résonnant sur les dalles de marbre tandis qu'il traverse les couloirs sacrés. À l'extérieur, quelques serviteurs et soldats l'attendent pour l'accompagner. Mais le prince, empli de fierté, ordonne à ses hommes de rester en arrière. Il a décidé que ce voyage devait être accompli seul,
sans assistance, pour que son succès soit incontestable. Il s'enfonce alors dans les dunes, chaque pas l'éloignant un peu plus de la sécurité du palais et de la familiarité des murs qui l'ont vu grandir. Bientôt, le silence du désert l'entoure, un silence profond et oppressant, contrastant fortement avec l'agitation et la grandeur du palais qu'il vient de quitter. La chaleur du soleil écrase tout sur son passage, et Cyrus sent déjà le sable fin s'infiltrer dans ses sandales, brûlant sa peau. Chaque pas résonne dans ce vide infini, un rappel constant de la solitude et de la solennité de sa quête. Le vent du désert, léger mais implacable, souffle autour de lui, comme pour l'encourager tout en lui murmurant des avertissements. Cyrus, cependant, ne faiblit pas. Sa détermination est inébranlable, et le désert lui-même semble un obstacle qu'il est destiné à surmonter. Alors qu'il avance, ses pensées s'égarent vers les légendes qui entourent le trésor qu'il cherche. On dit que ce trésor n'est pas constitué de richesses matérielles, mais de secrets anciens, d'une sagesse cachée qui pourrait lui offrir le pouvoir de régner avec justice et grandeur. Pour Cyrus, ce trésor représente bien plus que la gloire personnelle. Il est la clé de son ascension, la preuve ultime qu'il est bien plus qu'un jeune prince impulsif. Ainsi commence son périple dans les sables, un voyage qui le mènera au-delà de ses propres limites et le confrontera aux vérités les plus profondes de son cœur. Chapitre 2. La rencontre avec Anaïta. Sous le soleil écrasant, le désert s'étend comme un voile de sable infini. Cyrus avance, absorbé dans ses pensées de conquête et de gloire, lorsqu'une silhouette attire son attention. Devant lui, une jeune femme en haillons trébuche sous la chaleur, sa démarche vacillante mais étonnamment digne. Elle semble épuisée et affamée, mais sa posture reste droite, empreinte d'une élégance qui surprend Cyrus. Cette femme est Anaïta. Bien que pour l'instant elle garde son nom et sa véritable identité cachée. Ses vêtements sont déchirés, le tissu usé par le voyage, mais même ainsi, elle dégage une grâce naturelle, une élégance silencieuse que l'on ne peut ignorer. Ses mains fines et délicates trahissent une vie bien différente de celle d'une simple esclave. Chaque geste qu'elle fait est mesuré, presque aristocratique, malgré les haillons qui la couvrent. Son visage est partiellement dissimulé par un voile poussiéreux, mais ses yeux noirs et vifs percent avec une intensité qui dénote à la fois la fierté et la détermination. En la regardant de plus près, Cyrus ne peut s'empêcher de remarquer ces détails, bien qu'il s'efforce de les ignorer. Pour lui, elle n'est qu'une simple servante perdue dans le désert, quelqu'un qui ne peut en rien représenter une menace pour lui. Pourtant, il est troublé. Son regard se pose de temps à autre sur les mains fines d'Anaïta, sur la manière discrète mais noble dont elle baisse la tête, comme si elle tentait de masquer une fierté farouche sous une obéissance apparente. « Je suis Anaïta », murmure-t-elle calmement lorsqu'il lui demande son nom. « Une servante en quête de liberté. » La façon dont elle prononce ces mots avec calme, presque comme une vérité inébranlable, l'irrite quelque peu. Qui est-elle pour se tenir ainsi, tête haute, malgré sa condition ? « Très bien, Anaïta, » déclare Cyrus avec un ton légèrement condescendant. « Tu peux m'accompagner, mais ne t'attends pas à ce que je ralentisse pour toi. Ce chemin est pour les forts. » À cela, Anaïta incline brièvement la tête en signe de gratitude, mais dans ses yeux, un éclat fugace de défi apparaît, vite réprimé. Elle se retient de répondre, préférant laisser le prince dans son illusion de supériorité. Elle sait bien qu'il la prend pour une simple servante, et cela l'arrange. Sous cette façade docile, Anaïta bouillonne
intérieurement son esprit acéré et en alerte. Elle observe chaque mouvement de Cyrus, analyse sa démarche, ses mots et la lueur de fierté dans son regard. Son esprit est vif, mais elle garde ses pensées bien enfouies, se contentant de jouer un rôle sans dévoiler son véritable caractère. Ainsi, pour lui, je ne suis qu'une âme en quête d'abri, pense-t-elle. Qu'il continue à croire cela. Elle ajuste son voile, abaissant ses paupières pour masquer son mécontentement, bien consciente de la situation dans laquelle elle se trouve. Mais elle sait que chaque pas qu'elle fait avec ce prince présomptueux est une occasion d'en apprendre davantage sur lui, tout en préservant ses propres secrets. Ainsi commence leur voyage côte à côte, chacun dissimulant des pensées et des intentions qu'il préfère garder pour lui-même. L'alliance est fragile, empreinte de méfiance et de défiance. Tandis qu'ils avancent dans le désert, l'agacement d'Anaïta et la condescendance de Cyrus se mêlent, formant une toile de fond complexe pour une alliance aussi inattendue que délicate. Chapitre 3. L'épreuve du désert. Le désert s'étend à perte de vue, un océan de dunes dorées mouvantes sous le souffle brûlant du vent. Le soleil, implacable, frappe de toutes ses forces, faisant danser des vagues de chaleur sur l'horizon. Chaque pas est un défi. Le sable s'insinue dans leurs sandales, brûlant leurs pieds et collant à leur peau moite. La lumière intense les entoure d'une brume étincelante, les coupant du monde, comme s'ils étaient seuls au milieu d'un royaume silencieux et sans fin. Anaïta, déjà à bout de force, sent son souffle devenir plus lourd. Elle s'arrête, essoufflée, et laisse tomber son sac pour alléger son fardeau. Son visage est rougi par le soleil, ses yeux plissés pour éviter l'éclat aveuglant. Cyrus, pourtant connu pour son impatience, semble soudain différent. Il observe Anaïta, qui peine à rester debout, et dans un geste inattendu, il ouvre sa gourde et la lui tend sans un mot. Le regard surpris d'Anaïta croise celui de Cyrus. Elle y décèle un éclat qui la surprend. Quelque chose de doux, presque imperceptible, caché derrière la fierté du prince. Ce geste, aussi simple soit-il, semble peser bien plus que tous les mots. Ils se remettent en marche après une pause silencieuse. Aucun mot n'est échangé, mais leurs pas synchronisés à travers le désert témoignent d'une nouvelle complicité. Leurs silhouettes se détachent sur le ciel brûlant, minuscules dans cette immensité sans fin. Chapitre 4. La tempête de sable. Alors qu'ils avancent dans l'immensité du désert, une ligne sombre se dessine à l'horizon, comme un mur mouvant s'approchant dangereusement. Cyrus et Anaïta sentent le vent se lever, d'abord comme une brise chaude, puis, en quelques secondes, se transformer en un souffle violent. La tempête de sable éclate, envahissant l'espace avec une brutalité inattendue. Le vent hurle autour d'eux comme une bête déchaînée, sifflant et tourbillonnant, remplissant leurs oreilles d'un vacarme assourdissant. Le rugissement du vent emplit l'espace, transformant l'air en une barrière infranchissable de sable et de poussière. Chaque rafale est comme un cri sauvage, un avertissement de la nature elle-même, les isolant du reste du monde. Les auditeurs peuvent presque sentir le poids de ce chaos sonore, une présence oppressante qui les enveloppe et les isole dans une bulle de tumulte. Autour d'eux, le sable tourbillonne en tous sens, frappant leur peau avec une violence impitoyable, chaque grain se transformant en une aiguille brûlante. Leurs vêtements et leurs voiles se soulèvent, battant contre leur peau sous la force du vent, ajoutant à leur désorientation. Anaïta sent les grains de sable se faufiler sous son voile, piquant son visage et lui brouillant la vue, accentuant sa panique.
Elle tente de se protéger les yeux, mais le sable l'assaille de toutes parts, l'aveuglant presque. Cyrus, voyant son désarroi, réagit instinctivement. D'un geste protecteur, il attrape fermement la main d'Anaïta, une prise sûre et réconfortante qui transcende leurs différences. Sa main est chaude, forte, et dans ce tourbillon de peur et de confusion, elle devient une ancre, un repère dans ce chaos. Anaïta, surprise par ce contact, ressent une étrange sensation de réconfort et de sécurité. Malgré l'agitation autour d'eux, ce simple geste la rassure, lui donnant un point d'attache, une certitude au milieu de l'incertitude. « Tiens-toi près de moi, la tempête va passer », murmure Cyrus, sa voix à peine audible au milieu du vacarme, mais teintée d'une assurance qui perce sa propre inquiétude. Il l'entraîne, la main toujours serrée dans la sienne, vers un recoin abrité par des rochers qu'il aperçoit dans la confusion. Ils avancent avec difficulté, luttant contre chaque rafale, leurs silhouettes se fondant dans le désert en furie. Finalement, ils atteignent l'abri et se blottissent dans cet espace étroit, leurs corps pressés l'un contre l'autre pour se protéger des assauts du vent. À l'intérieur de la cavité rocheuse, la tempête continue de rugir à l'extérieur. Les roches vibrent sous la force du vent et chaque rafale envoie une nouvelle vague de sable contre les parois. Anaïta, blottie contre Cyrus, ferme les yeux un instant, tentant d'ignorer la peur qui pulse en elle. Dans cet espace confiné, les frontières entre eux s'effacent. Elle oublie son rôle de servante et il oublie son rang de prince, leur cœur battant à l'unisson face à la fureur du désert. Petit à petit, le rugissement de la tempête faiblit, chaque rafale se calmant jusqu'à devenir un murmure lointain. Le sable qui dansait autour d'eux en une frénésie chaotique retombe doucement et le calme s'installe enfin. Un silence étrange, presque apaisant, descend sur eux, contrastant brutalement avec la violence qui vient de s'abattre. Ce silence est chargé de tensions douces, une qui rend la proximité entre Cyrus et Anaïta plus tangible, plus significative. Cyrus relâche légèrement sa prise, mais leurs mains restent liées, comme si ce contact silencieux exprimait quelque chose qu'aucun d'eux n'ose formuler. Anaïta, bien qu'encore troublée, ne retire pas sa main. Pour la première fois, elle voit en lui plus qu'un prince présomptueux. En cet instant suspendu, elle est devenue son allié, son protecteur face aux forces indomptables de la nature. Dans ce moment de répit, les cœurs de Cyrus et Anaïta s'ouvrent à une compréhension silencieuse. Blottis l'un contre l'autre dans cet abri de fortune, ils se sentent liés par une connexion invisible, une alliance forgée dans la tempête. Chapitre 5. Les jardins cachés de l'oasis. Lorsque la tempête s'apaise et que le désert retrouve son silence écrasant, Cyrus et Anaïta émergent de leur abri, couverts de sable mais reconnaissant d'être indemnes. La fatigue pèse sur eux et la chaleur du soleil reprend ses droits implacables. Alors qu'ils avancent, Anaïta distingue une lueur de vert à l'horizon, une couleur inattendue dans ce monde de sable et de roches. Intriguée, elle tire doucement sur le bras de Cyrus et lui montre la direction. Ils s'approchent et peu à peu, un véritable jardin d'Éden s'ouvre à eux. C'est un oasis, caché au creux des dunes, un miracle de verdure et de vie au milieu du désert aride. Des palmiers imposants s'élèvent vers le ciel, leurs feuilles dansant doucement sous la brise. De petites plantes fleuries, aux couleurs vives, tapissent le sol autour d'un étang limpide dont l'eau reflète le bleu du ciel. Des lianes et des fougères luxuriantes pendent des arbres, ajoutant des touches de vert émeraude à ce tableau enchanteur. Les sons apaisants de l'eau qui ruisselle, formant de minuscules cascades, bercent l'atmosphère, créant un havre de paix.
Autour de l'étang, des oiseaux exotiques au plumage éclatant sautillent et chantent des mélodies légères. Leurs chants, doux et mélodieux, remplissent l'air, mêlés au bruissement des feuilles et au clapotis de l'eau. L'air est chargé d'un parfum frais et doux, mélange de fleurs et de terre humide, contrastant avec la sécheresse du désert. C'est magnifique, murmure Cyrus, émerveillé. Anaïta, observant la réaction de Cyrus, le voit sous un jour nouveau. Pour la première fois, elle distingue dans son regard une douceur, un émerveillement presque enfantin, loin de l'arrogance et de la dureté qu'il affichait jusqu'alors. Cyrus semble absorbé par la beauté de l'oasis, comme s'il redécouvrait le monde. Ce côté sensible, presque humble, surprend Anaïta, éveillant en elle une nouvelle curiosité pour cet homme qu'elle croyait connaître. Ils s'installent près de l'étang et partagent un repas improvisé, fait de dattes et de quelques fruits trouvés dans l'oasis. Leurs gestes sont plus calmes, apaisés par l'atmosphère sereine qui les entoure. Le silence entre eux n'est plus pesant, mais empreint de complicité. Entre deux bouchées, ils commencent à échanger des histoires de leur enfance. Cyrus, dans un élan de sincérité, raconte des anecdotes de son passé, des moments où, malgré son statut de prince, il a douté de lui-même. Il lui parle de ses espoirs, de ses rêves de grandeur, mais aussi des responsabilités qui pèsent lourdement sur ses épaules. Son ambition ne cache plus seulement de l'arrogance, mais aussi un désir profond de se montrer digne des attentes de son père et de son royaume. Anaïta l'écoute attentivement, touchée par cette vulnérabilité qu'il expose sans phare. On croit souvent que la vie des princes est facile. Mais je vois aujourd'hui que tu portes un fardeau, toi aussi, murmure-t-elle, un éclat de compréhension dans les yeux. Anaïta, à son tour, lui raconte des souvenirs de sa propre enfance, bien qu'elle garde secrète sa véritable identité. Elle évoque des jeux d'enfants dans des jardins semblables, des moments d'insouciance où elle explorait les ruisseaux et les bois, libre de toute contrainte. En parlant, elle se sent en sécurité avec lui, comme si, dans cette oasis préservée, elle pouvait baisser sa garde et laisser entrevoir une partie de sa vraie nature. Ce moment de tranquillité dans l'oasis marque un tournant dans leur relation. Anaïta découvre un homme qui, sous son apparence de prince arrogant, cache des rêves et des doutes, tout comme elle. Tandis qu'ils partagent leurs récits et leurs espoirs, ils se rapprochent, leur âme touchée par la sincérité de l'autre. Chapitre 6. L'épreuve du pont en ruine. Après leur pause ressourçante à l'oasis, Cyrus et Anaïta reprennent leur route à travers le désert, guidés par les récits anciens qui les mènent vers leur destin. Mais bientôt, un obstacle imprévu se dresse devant eux. Un pont en ruine suspendu au-dessus d'un ravin vertigineux, large et profond. Le pont, fait de bois et de cordages usés par le temps, balance légèrement sous l'effet du vent, chaque planche portant les marques d'années d'usure et de négligence. Anaïta s'arrête en apercevant le pont, le regard empli d'appréhension. La profondeur du ravin sous leurs pieds est intimidante, une ombre béante semblant prête à les engloutir au moindre faux pas. Le bois du pont, sec et craquant, menace de céder au moindre poids supplémentaire. Elle regarde Cyrus, cherchant une alternative, mais son regard se pose de nouveau sur le ravin, et un frisson de peur traverse son corps. Cyrus, remarquant l'hésitation d'Anaïta, lui adresse un regard assuré. Il tend la main et lui dit d'une voix ferme : « Nous allons le traverser ensemble, pas à pas, fais-moi confiance. » Anaïta, bien que tremblante, inspire profondément et saisit la main qui lui tend. Ensemble, ils commencent à avancer, chaque pas mesuré, le bois craquant sinistrement sous leur poids. La tension est palpable, chaque planche franchie apportant son lot d'angoisse.
Le vent siffle dans le ravin en contrebas, ajoutant une note lugubre à cette traversée périlleuse. À mi-chemin, alors qu'ils avancent prudemment, un craquement plus fort que les autres se fait entendre. Soudain, une planche sous les pieds d'Anaïta cède, envoyant un nuage de poussière dans le vide en dessous. Dans un réflexe héroïque, Cyrus relâche immédiatement sa propre sécurité pour saisir Anaïta, ses bras l'attrapant fermement alors qu'elle bascule dangereusement en avant. Anaïta pousse un cri étouffé, son cœur battant à tout rompre, tandis que Cyrus la retient de justesse, ses bras autour d'elle formant une protection rassurante. « Je te tiens, ne crains rien », murmure-t-il, son souffle rapide mais son ton déterminé. Pour la première fois, Anaïta, toujours suspendue au-dessus du vide, sent une onde de gratitude et d'admiration naître en elle. Ce prince, qu'elle considérait autrefois comme arrogant et présomptueux, a risqué sa propre sécurité pour la sauver sans la moindre hésitation. Sa bravoure est indéniable, et l'expression de sincérité dans ses yeux touche Anaïta au plus profond d'elle-même. Ce moment de vulnérabilité et de confiance change définitivement la perception qu'elle avait de lui. Il reste ainsi un instant, le pont oscillant légèrement sous eux, avant que Cyrus ne l'aide à se redresser et ne la ramène en sécurité sur une planche plus stable. Leurs regards se croisent et sans un mot, une compréhension silencieuse passe entre eux, un respect et une reconnaissance qui transcendent les mots. « Continuons ensemble », dit-il doucement, sans lâcher sa main. Ils reprennent leur traversée, cette fois avec une complicité tacite, les pas d'Anaïta plus sûrs malgré l'épreuve qu'ils viennent de traverser. Lorsque leurs pieds touchent enfin la terre ferme de l'autre côté, Anaïta laisse échapper un soupir de soulagement, mais aussi un sentiment d'admiration grandissant pour Cyrus. Elle ne voit plus en lui un simple prince prétentieux, mais un véritable héros, quelqu'un en qui elle peut placer sa confiance. Ce moment suspendu sur le pont marque une étape cruciale dans leur relation. L'instant où Anaïta commence à voir en Cyrus un véritable héros, quelqu'un en qui elle peut avoir foi au-delà des apparences et des préjugés. Chapitre 7. La révélation des sentiments. Après la traversée périlleuse du pont en ruine, Cyrus et Anaïta trouvent un endroit sûr pour s'arrêter et se reposer. Alors que le crépuscule descend sur le désert, ils allument un feu dont les flammes commencent à danser sous les étoiles. Leurs silhouettes sont éclairées par la lueur vacillante, projetant des ombres douces sur le sable environnant. Le crépitement du feu brise le silence de la nuit, ajoutant une chaleur et une intimité à cette atmosphère paisible. Anaïta, habituellement si réservée, semble plus détendue, son visage adouci par la lueur des flammes. Assise en face de Cyrus, elle laisse échapper un soupir et se surprend à partager des pensées qu'elle gardait enfouies. Elle lui parle de ses rêves, de ses aspirations, de ce qu'elle espère pour son peuple. Ses yeux brillent d'une passion sincère tandis qu'elle évoque l'importance de gouverner avec sagesse, de respecter les traditions tout en écoutant les besoins du peuple. Un souverain doit être plus qu'un simple dirigeant. Il doit être un guide, un protecteur, quelqu'un qui pense au bien de tous avant de penser à lui-même, murmure-t-elle, ses yeux plongés dans le feu, comme si elle voyait dans les flammes un futur meilleur. Ces paroles résonnent avec une intensité que Cyrus n'avait pas encore perçue en elle. Touché par la sincérité de ses convictions, il sent une admiration nouvelle naître en lui. Il se rend compte que derrière son apparence modeste se cache une âme noble, animée d'un véritable amour pour la justice et la paix. « Si seulement tous les princes avaient ta vision », murmure Cyrus, incapable de cacher la tendresse qui se dessine dans son regard. Anaïta, surprise par son commentaire, lève les yeux et croise son regard. Un silence s'installe entre eux, lourd de sens et d'émotion, mais elle perçoit en lui un respect et une compréhension qu'elle ne s'attendait pas à trouver chez le prince. Pour la première fois, elle commence à voir en lui un allié, peut-être même un ami.
Ils poursuivent leur confidence, échangeant des fragments d'enfance, des souvenirs de leurs rêves de jeunesse. Cyrus lui raconte des anecdotes de son propre parcours, révélant des doutes et des moments d'échec qu'il n'aurait jamais avoués devant quelqu'un d'autre. Anaïta l'écoute attentivement, chaque mot renforçant l'impression que cet homme est bien plus qu'un prince présomptueux. Elle commence à percevoir sa solitude, ses propres luttes pour prouver sa valeur et mériter l'héritage de son père. Pour la première fois, elle commence à voir en lui un allié, peut-être même un ami. Ils poursuivent leur confidence, échangeant des fragments d'enfance, des souvenirs de leurs rêves de jeunesse. Cyrus lui raconte des anecdotes de son propre parcours, révélant des doutes et des moments d'échec qu'il n'aurait jamais avoués devant quelqu'un d'autre. Anaïta l'écoute attentivement, chaque mot renforçant l'impression que cet homme est bien plus qu'un prince présomptueux. Elle commence à percevoir sa solitude, ses propres luttes pour prouver sa valeur et mériter l'héritage de son père. Ce moment d'intimité transforme leur relation. Anaïta, bien qu'elle se refuse à l'admettre, commence à ressentir un attachement pour Cyrus, une complicité silencieuse qui va au-delà des mots. De son côté, Cyrus découvre en elle une âme noble, quelqu'un avec qui il peut partager ses rêves et ses peurs, un soutien qu'il n'avait jamais imaginé trouver dans une simple compagne de voyage. Leur cœur, bien qu'encore prudent, commencent à s'ouvrir doucement l'un à l'autre, comme les flammes du feu qui dansent sous les étoiles, éclairant les ombres et dissipant les doutes. Chapitre 8. La révélation des âmes. Alors que la nuit s'approfondit et que le feu est réduit en braise incandescente, Cyrus et Anaïta restent assis, plongés dans le silence, entourés par l'immensité du désert étoilé. Leurs paroles de la soirée continuent de résonner dans leurs esprits, renforçant un lien qu'ils n'avaient pas anticipé. Anaïta, enveloppée dans le calme de la nuit et réchauffée par la lumière apaisante des braises, décide de se dévoiler un peu plus, poussée par la confiance et l'affection naissante qu'elle ressent envers Cyrus. Elle parle avec plus d'intensité de ses aspirations profondes, des idéaux qui guident son cœur. Elle évoque le désir de voir des dirigeants humbles et justes, capables de se mettre au service des autres, de comprendre et d'unir les peuples au-delà des différences. Un souverain ne devrait jamais être aveuglé par le pouvoir, murmure-t-elle, son regard fixé sur les étoiles. Ceux qui règnent doivent comprendre la valeur de chaque vie, de chaque voix. Trop de royaumes sont détruits par l'orgueil de leur chef. Cyrus écoute en silence, absorbant chaque mot, chaque nuance. Il réalise qu'elle n'est pas simplement une compagne de voyage rencontrée par hasard. Anaïta est une femme de conviction, une âme noble, animée par des idéaux de justice et de sagesse qu'il respecte de plus en plus. À travers elle, il commence à percevoir une image du type de souverain qu'il souhaite devenir. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler avec autant de passion de ses valeurs, confie-t-il d'une voix douce. Cela me donne l'impression que j'ai encore tant à apprendre. Anaïta est touchée par cette sincérité inattendue. Elle sent que les barrières entre eux, ces murs de méfiance et d'incompréhension qui les avaient séparés, s'effritent enfin. Pour la première fois, elle voit en Cyrus un homme prêt à écouter, à réfléchir et à se remettre en question. Son cœur, bien qu'encore prudent, commence à voir en lui un potentiel allié, quelqu'un qui pourrait, un jour, comprendre et partager ses valeurs. Dans cet instant suspendu, sous la voûte étoilée, Cyrus et Anaïta ressentent pour la première fois une connexion véritable, une compréhension mutuelle qui transcende leur statut et leurs différences. Anaïta, bien qu'encore retenue, se laisse aller à l'idée qu'elle a trouvé en Cyrus un homme digne de sa confiance, peut-être même de son amitié. De son côté, Cyrus,
touché par l'authenticité et la profondeur de ses paroles, commence à se voir non seulement comme un prince ambitieux, mais comme un homme en quête de sagesse et de justice. Leurs âmes se révèlent sous le ciel désertique, et un respect réciproque, empreint d'une tendresse naissante, commence à unir leur destin. Chapitre 9. La révélation d'Anaïta. Après des jours de voyage, de confidences partagées, de périls surmontés, Cyrus et Anaïta atteignent enfin la grotte sacrée où, selon les légendes, le trésor qu'ils cherchent serait caché. La grotte, creusée dans la paroi d'une montagne rocheuse, est mystérieusement calme, son entrée encadrée de motifs anciens et de symboles inscrits dans la pierre. Une légère brise souffle dans l'air, portant avec elle une odeur de pierre fraîche et de terre humide. Ils entrent ensemble, leurs pas résonnant dans l'obscurité silencieuse. La lumière de leurs torches projette des ombres tremblantes sur les murs de la grotte, révélant des fresques et des sculptures mystérieuses qui racontent l'histoire de souvenirs anciens, de batailles et de moments de paix. Anaïta s'approche des fresques avec une révérence presque religieuse, son regard captivé par les figures majestueuses dessinées sur les parois. Cyrus l'observe, troublé par cette fascination intense qu'elle semble éprouver pour ces symboles. Dans la pénombre de la grotte, la lumière vacillante de la torche illumine ses traits avec une douceur qui le touche profondément. Elle semble presque faire partie de cet endroit, comme si les secrets de la grotte lui étaient déjà connus. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Anaïta, sentant qu'il est enfin temps de se dévoiler, pose une main délicate sur les gravures et murmure d'une voix calme. « Cyrus, je dois te révéler quelque chose. Mon nom est bien Anaïta, mais je ne suis pas celle que tu crois. » Cyrus, surpris, se tourne vers elle, son regard empreint de confusion. Anaïta retire lentement son voile, révélant pleinement son visage, et laisse tomber son déguisement de servante pour se révéler en tant que princesse d'un royaume voisin. Elle lui explique son statut royal et son véritable but, protéger cet héritage sacré et s'assurer que seul un cœur noble et courageux pourrait prétendre au trésor. J'ai dû cacher ma véritable identité pour m'assurer que tu étais digne de cette quête, que tu étais capable de voir au-delà des richesses matérielles. Ses yeux plongent dans ceux de Cyrus, son regard empreint de sincérité et de gravité. Cyrus reste silencieux, ses émotions mêlées entre la surprise, l'admiration et une pointe de douleur d'avoir été testé de cette manière. Mais, au-delà de la tromperie, il réalise la profondeur des valeurs qui ont poussé Anaïta à agir ainsi. Il comprend que tout ce qu'elle a fait était destiné à préserver quelque chose de précieux, bien plus que n'importe quel trésor matériel. Dans ce moment sacré, Cyrus réalise qu'Anaïta n'est plus seulement une compagne de voyage ou une alliée, elle est une gardienne, une femme de sagesse et de courage qui incarne les valeurs qu'il aspire désormais à incarner lui-même. Leur connexion se transforme en une compréhension plus profonde, une admiration mutuelle forgée dans la vérité et la confiance retrouvée. Dans le silence de la grotte, entourés par les témoignages gravés des siècles passés, Cyrus et Anaïta ressentent que leur destin est désormais lié, non seulement par les épreuves qu'ils ont traversées, mais aussi par une vision commune de la justice et de la paix, un trésor bien plus précieux que l'or et les richesses. Chapitre 10. L'union des royaumes et des cœurs. Après la révélation de la véritable identité d'Anaïta, Cyrus et elle émergent de la grotte, transformés par les secrets qu'ils ont découverts et par les épreuves partagées. L'air du désert semble plus léger, presque purifié, comme si la nature elle-même les accueillait en tant que nouveaux êtres, éclairés par leur voyage et leur révélation.
Ils savent désormais que leur quête va au-delà de la découverte d'un simple trésor. Ils ont trouvé un allié, un partenaire de cœur et d'esprit. Le retour vers leurs royaumes respectifs est empreint d'un sentiment d'accomplissement et l'atmosphère entre eux est désormais calme et apaisée, comme si toutes les barrières avaient été levées. Ils marchent côte à côte, partageant des regards complices et des sourires silencieux, témoignant de la profonde compréhension qui les lie. Leurs pas sont synchrones, symbolisant cette unité retrouvée dans leur mission et leurs valeurs. Lorsqu'ils approchent du palais de Cyrus, ils sont accueillis avec honneur et respect par le peuple, qui les regarde avec admiration, sentant l'aura de noblesse et de force qui émane d'eux. Le roi, père de Cyrus, descend les marches pour les accueillir. Cyrus, transformé par son périple, s'approche de son père avec humilité et détermination, prêt à assumer le rôle de souverain en portant les valeurs de sagesse et de justice qu'il a appris aux côtés d'Anaïta. Anaïta, à ses côtés, attire également les regards des membres de la cour. Sa grâce naturelle, maintenant libérée de tout déguisement, révèle sa véritable noblesse. Le roi, intrigué et respectueux, se rend compte de l'importance de l'alliance qui est en train de se former. Il sent que cette nouvelle union, bien plus qu'une simple alliance politique, représente une nouvelle ère de paix et d'équilibre entre les royaumes. Père, j'ai trouvé en Anaïta non seulement une alliée, mais une guide et une amie, déclare Cyrus avec ferveur. Elle m'a enseigné ce que signifie gouverner avec sagesse et compassion. Ensemble, nous souhaitons unir nos royaumes pour bâtir un avenir meilleur. Anaïta incline la tête avec respect, mais ses yeux expriment toute la fierté et la confiance qu'elle place en Cyrus. Elle sent que leur union sera le fondement d'une nouvelle vision pour leur peuple, un symbole de justice, de paix et de prospérité. En ce jour solennel, Cyrus et Anaïta se promettent de diriger leur royaume dans l'esprit de justice, de sagesse et de compassion qu'ils ont appris ensemble. Leur union scelle un nouvel âge de paix et de prospérité pour leur peuple. Le trésor qu'ils ont découvert dans la grotte n'était pas constitué d'or ou de richesses, mais de valeurs inestimables qu'ils s'engagent à transmettre et à protéger. Sous le ciel clair du désert, entourés de leurs proches et de leur peuple, Cyrus et Anaïta incarnent l'alliance parfaite entre deux âmes courageuses et nobles, prêtes à gouverner en harmonie. Leur périple se termine ainsi, mais leur destinée commence, symbolisée par cette union sacrée qui scelle pour toujours l'amour et la paix entre leurs royaumes. Je vous souhaite une bonne nuit et faites de beaux rêves.